On vous a dit que la Grande Guerre s'était déroulée dans la boue, qu'elle avait opposé des soldats, des tranchées et de l'acier. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Derrière le grondement de l'artillerie, il y avait un autre type de champ de bataille, silencieux, invisible et bien plus durable. Il se déroulait dans les coffres des banques centrales, sur les sols en marbre des bourses et dans les bureaux d'hommes qui n'avaient jamais entendu un seul coup de feu. Les soldats versaient leur sang, les banquiers manipulaient des chiffres. Et les choix qu'ils ont faits pendant ces années ont remodelé le monde entier, y compris le système qui régit votre argent aujourd'hui. Si vous imaginez que la guerre n'est qu'une question de politique et d'armée, détrompez-vous. La Première Guerre mondiale a prouvé ce que les généraux avaient toujours senti, mais jamais admis. L'argent lui-même est une arme, et l'une des plus meurtrières jamais créées. Au début des années 1910, l'Europe était déjà au bord du gouffre. Chaque empire craignait son voisin. Les alliances ont plongé le continent dans un climat de suspicion. Chaque discours sur l'honneur et le destin cachait une vérité simple. La guerre moderne ne pouvait être menée sans des sommes d'argent inimaginables. Et c'est là que réside le cruel paradoxe. Lorsque les dirigeants ont choisi la guerre, ils ont également choisi la dette. Chaque soldat marchant vers le front était suivi par une armée invisible de comptables. Au début du conflit, la plupart des gouvernements pensaient encore qu'il serait court, peut-être terminé avant Noël. Ils pensaient pouvoir le financer à l'ancienne, avec de l'or, des emprunts limités et des dons patriotiques. En quelques semaines, cette illusion s'est effondrée. La guerre a consommé de l'argent plus vite que n'importe quel ministre ne pouvait en compter. Les budgets se sont évaporés. Les réserves d'or se sont épuisées comme le sang d'une blessure. À l'été 1914, l'ordre financier européen tournait encore autour de l'étalon or, c'est-à-dire la conviction que chaque billet de banque était une promesse, échangeable contre du métal précieux. Cela donnait de la crédibilité aux monnaies, mais cela entrave également les gouvernements. L'or était une ressource limitée, la confiance dépendait de la modération. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne disposaient chacune de réserves respectables, mais les chiffres étaient impitoyables. Une fois que des millions d'hommes ont été mobilisés et que les usines sont passées de la production de biens à celle d'armes, les dépenses ont explosé. L'Allemagne dépensait plus de 10 millions de marks par jour. La Grande-Bretagne a rapidement atteint 2,5 millions de livres par jour. À ce rythme, les coffres se videraient en quelques mois. Les grandes puissances ont donc, l'une après l'autre, enfreint leurs propres règles. Elles ont suspendu l'étalon or, avouant ainsi discrètement que leur monnaie n'était plus garantie par le métal, mais uniquement par la confiance. Ce fut un moment de révolution silencieuse. L'argent, autrefois lié à quelque chose de tangible, devint une question de croyance. Les presses à imprimer remplacèrent les mines. Les promesses remplacèrent l'or. Et une fois que les gouvernements eurent goûté à cette liberté, ils ne revinrent jamais en arrière. C'est alors que la véritable guerre financière commença. L'Allemagne, coupée des marchés internationaux et bloquée par la mer, se replia sur elle-même. Ses dirigeants firent appel au patriotisme, exhortant les citoyens à prêter leurs économies à la patrie. Des affiches montraient des soldats courageux et des familles souriantes, promettant un remboursement après la victoire. Et des millions de personnes ont obéi. Plus de 100 milliards de marks ont été collectés grâce à ces emprunts de guerre. Mais lorsque la défaite est arrivée, les obligations sont devenues des fantômes de papier. Les économies ont disparu du jour au lendemain. Toute la classe moyenne s'est retrouvée ruinée, un terrain propice à la colère, à la conspiration et à l'extrémisme. Les blessures économiques, contrairement aux blessures physiques, ne guérissent jamais vraiment. Elles s'enveniment au fil des générations. La Grande-Bretagne disposait d'une arme différente, la City de Londres. Elle était toujours le centre financier du monde, et la livre sterling inspirait toujours confiance. Au début,
le gouvernement britannique emprunta modestement, émettant des bons du Trésor et faisant appel au sens du devoir public. Mais il ne tarda pas à traverser l'Atlantique pour puiser dans les vastes réserves de crédit des États-Unis. À New York, des banquiers comme JP Morgan virent ce que les politiciens ne voyaient pas, le profit. Ils devinrent la bouée de sauvetage financière des Alliés, organisant des prêts, gérant les achats et facturant généreusement chaque transaction. Lorsque les États-Unis entrèrent officiellement en guerre en 1917, Wall Street la finançait déjà depuis des années. Il ne s'agissait pas de charité, c'était une question de pouvoir. Alors que l'Europe saignait, les États-Unis s'enrichissaient, passant du statut de débiteur à celui de créancier, de suiveur à celui de maître. C'est ainsi que commença le siècle américain, non pas dans les tranchées, mais dans les livres comptables. La France suivit une voie entre espoir et désespoir. Déjà affaiblie par le coup des fortifications et hantée par le souvenir des guerres précédentes, elle s'appuya fortement sur les prêts nationaux et étrangers. Les citoyens français, réputés pour leur sens de l'économie, ont investi leurs économies dans des obligations d'État, convaincus qu'ils contribuaient à défendre la civilisation elle-même. Mais une grande partie du financement plus important provenait à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique. Comme la Grande-Bretagne, la France est devenue dépendante du capital américain, une chaîne silencieuse qui allait plus tard façonner sa politique et sa fierté. Lorsque les armes se sont enfin tues, cette dépendance est devenue un nœud coulant de dettes. Pendant ce temps, à l'Est, la Russie s'effondrait sous le poids de ses propres ambitions. L'Empire était immense, mais fragile. Ses réserves d'or semblaient impressionnantes sur le papier, mais son système bancaire était primitif et ses infrastructures délabrées. À mesure que les défaites s'accumulaient et que l'inflation grimpait en flèche, la confiance s'évaporait. En 1917, le rouble n'était plus que l'ombre de lui-même, et le régime du tsar s'effondra avec lui. Les révolutions ne sont jamais uniquement une question d'idées, elles sont aussi une question de portefeuille vide et d'argent sans valeur. À la fin de la guerre, l'ampleur des dépenses dépassait l'imagination. Les Alliés avaient dépensé plus de 140 milliards de dollars, les puissances centrales près de la moitié. Ces chiffres étaient supérieurs au revenu national combiné des belligérants avant le début de la guerre. Il en résulta un monde étouffé par la dette et un ordre financier irrémédiablement brisé. L'étalon or, autrefois pilier de la confiance, était mort. L'inflation monta en flèche. En Allemagne, l'effondrement prit des proportions apocalyptiques. Au début des années 1920, une miche de pain coûtait des milliards de marks. Les gens transportaient leur salaire dans des paniers. Le soir venu, ils n'avaient plus aucune valeur. Les pauvres et les prudents en ont payé le prix. Les riches, comme toujours, ont trouvé le moyen de s'en sortir. Ils ont transféré leurs actifs à l'étranger, acheté des terres ou simplement se sont rapprochés du pouvoir. Et c'est là que réside le schéma cruel qui ne nous a jamais quittés. Dans chaque guerre financière, ce sont les petits épargnants qui souffrent en premier. La Première Guerre mondiale a enseigné au gouvernement une leçon dangereuse. Ils pouvaient financer l'impossible en détachant l'argent de la réalité. Ils ont découvert que l'or pouvait être suspendu, que la dette pouvait être enveloppée de patriotisme, que les promesses pouvaient remplacer les actifs. Et une fois qu'ils ont appris cette astuce, ils l'ont utilisée encore et encore. Lorsque les responsables vous disent aujourd'hui que le système est solide, souvenez-vous de ceci. En 1914, ils ont dit la même chose. Et des millions de personnes les ont crues, jusqu'à ce que leur argent ne vaille plus rien. Lorsque les armes se sont enfin tues à la fin des années 1910, le monde ressemblait moins à un défilé de vainqueurs qu'à un grand livre comptable couvert d'encre rouge. Les nations qui avaient autrefois régné sur les océans
avait désormais des dettes qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Et le nouvel empire qui s'est élevé des ruines ne portait pas un drapeau sur un champ de bataille, mais un bilan comptable. Les États-Unis, autrefois débiteurs, détenaient désormais les plus grandes réserves d'or et la plus grande position de créancier de l'histoire de l'humanité. L'Europe, ancien cœur de la finance mondiale, croulait sous les obligations. La Grande-Bretagne devait plus de 4 milliards de dollars à Washington. La France, plus de 3. Même les plus petites nations étaient empêtrées dans des promesses qu'elles ne pourraient jamais tenir. Sans tirer un seul coup de feu, Wall Street avait remplacé Londres comme capitale mondiale de la finance. Mais cette victoire n'était pas pacifique. Car lorsque les guerres sont financées par l'emprunt, la paix devient une guerre en soi. La Grande-Bretagne et la France, désespérées de rester fidèles aux citoyens qui avaient acheté leurs obligations de guerre, devaient désormais trouver quelqu'un d'autre à pressurer. Ce quelqu'un, c'était l'Allemagne. Le traité de Versailles exigeait une somme si colossale qu'elle ne pourrait jamais être payée, 132 milliards de marks or. Il s'agissait à la fois d'une punition et d'un paiement. C'était aussi un fantasme. L'économie allemande était en ruine. Son peuple mourait de faim. Chaque tentative pour respecter les conditions du traité, imprimer plus d'argent, expédier du charbon et des marchandises à l'étranger, ne faisait qu'empirer les choses. Au début des années 1920, l'inflation avait pris des proportions catastrophiques. Les ouvriers transportaient des brouettes remplies de billets juste pour acheter du pain. Les enfants jouaient avec des billets de banque parce que les jouets étaient moins chers. Et dans ce chaos, la colère a commencé à fermenter, une colère qui allait bientôt trouver sa voie dans les démagogues de la décennie suivante. Les germes de la prochaine guerre germaient déjà dans les fissures de la précédente. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne tentait de retrouver son ancien prestige par un geste de confiance. En 1925, le gouvernement rétablit le lien entre la livre sterling et l'or à sa valeur d'avant-guerre, comme si rien ne s'était passé. Cette décision, poussée par Winston Churchill et l'élite financière, visait à montrer la force du pays. Au lieu de cela, elle étrangla l'économie. Les usines fermèrent, les exportations s'effondrèrent, le chômage monta en flèche. C'était comme remettre en place un membre cassé sans soigner l'os. La déflation s'est propagée, les salaires ont chuté et les grèves ont balayé le pays. L'empire qui régnait autrefois sur la moitié du globe resserrait désormais son étau au nom de la stabilité. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis étaient confrontés à un problème différent, l'abondance. Ils disposaient de l'or, du crédit et de la confiance du monde entier. Mais la prospérité engendre la tentation. Les banques américaines ont commencé à prêter massivement à l'Allemagne, non par compassion, mais par calcul. Le raisonnement était circulaire, prêter à l'Allemagne pour qu'elle puisse payer des réparations à la Grande-Bretagne et à la France, qui pourraient alors rembourser l'Amérique. L'argent circulait en boucles élégantes. Le plan Dawes de 1924 et le plan Young de 1929 ont officialisé ce cycle. Sur le papier, cela semblait stable. En réalité, c'était un carrousel qui tournait de plus en plus vite, sans moteur. Lorsque la Grande Dépression a frappé, le mécanisme s'est grippé. Les prêts se sont taris, les monnaies se sont effondrées et la tour de crédit soigneusement construite s'est écroulée. L'ordre financier né de la guerre n'avait duré qu'une dizaine d'années. La leçon aurait dû être évidente, mais elle ne l'est jamais. Chaque génération croit que son système est permanent, jusqu'à ce que l'illusion s'effondre. La Première Guerre mondiale n'était pas seulement un choc entre empires, c'était le prototype de la crise financière moderne. Elle a prouvé que les gouvernements pouvaient suspendre l'étalon or, imprimer sans fin, et convaincre les citoyens que la dette était un devoir. Elle a prouvé que la propagande pouvait transformer l'inflation en patriotisme et que les véritables vainqueurs de la guerre étaient souvent ceux qui ne l'avaient jamais combattue.
L'argent et le pouvoir avaient fusionné complètement, et une fois fusionnés, ils étaient presque impossibles à séparer. Regardez le schéma qui a suivi. Dans les années 1930, la dépression et le désespoir ont alimenté de nouvelles dictatures. Dans les années 1940, une autre guerre a éclaté, financée par les mêmes astuces, perfectionnée par les nouvelles technologies. Lorsque les armes se sont à nouveau tues, le monde a créé de nouvelles institutions, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, destinés à stabiliser ce qui s'était effondré. Mais en dessous, la logique restait la même. La dette comme source de vie, le crédit comme moyen de contrôle. La machine de la Grande Guerre avait simplement été reconstruite avec des pièces plus brillantes. Des décennies plus tard, les mêmes fantômes réapparurent. Les tempêtes inflationnistes des années 1970, les cracks des marchés émergents des années 1990, l'effondrement mondial de 2008. À chaque fois, le vocabulaire changeait. Relance, liquidité, assouplissement quantitatif. Mais l'histoire restait la même. Les gouvernements ont promis que la crise était temporaire, que les fondamentaux étaient solides, que tout reviendrait à la normale. Et à chaque fois, les épargnants ordinaires en ont payé le prix par une baisse des salaires, une hausse des prix ou une perte discrète de la valeur de leur épargne pendant leur sommeil. Repensez à 1914. C'est à ce moment-là que l'argent s'est détaché du métal, que la confiance a remplacé l'or, que l'impression a remplacé l'exploitation minière. Ce n'était pas un accident, mais une décision née de la panique. Et une fois prise, elle est devenue une habitude dont le monde ne sait jamais défaire. Aujourd'hui, lorsque vous entendez dire que l'inflation est transitoire, lorsque les plafonds d'endettement augmentent sans cesse, lorsque la monnaie numérique est créée à partir de rien d'autre que du code, rappelez-vous d'où cela vient. Souvenez-vous des banquiers de Londres et de Berlin qui ont découvert que la réalité pouvait être suspendue si les gens y croyaient simplement. Car la guerre de l'argent n'a jamais pris fin. Elle a seulement changé d'uniforme. Les gouvernements trouveront toujours des moyens de financer l'infinançable, que ce soit par les impôts, l'inflation ou des pertes invisibles cachées dans votre coût de la vie. Et ils trouveront toujours une histoire pour le justifier. Il y a un siècle, le slogan était « Acheter des obligations de guerre ». Aujourd'hui, c'est « Soutenez l'économie ». Des mots différents, mais le même résultat. À chaque époque, ceux qui n'ont pas de connaissances font le sacrifice. La dure réalité est que l'argent, une fois détaché de la réalité, devient un instrument de manipulation. Il récompense ceux qui contrôlent son flux et punit ceux qui lui font confiance. La véritable richesse n'est pas un chiffre sur un écran ou une promesse d'un politicien. C'est la capacité à survivre lorsque les illusions s'effondrent, l'aptitude à voir le schéma avant les autres. Cela, et cela seul, est la liberté financière. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais elle ne cesse jamais de rimer. Le scénario écrit dans les années 1910, suspendre la réalité, imprimer, emprunter, rassurer, a été utilisé dans toutes les crises depuis lors. Seuls les acteurs changent. Le public reste le même. Et le prix est toujours payé en silence par ceux qui ont cru. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le système est stable, souvenez-vous des tranchées financières qui s'étendaient autrefois à travers l'Europe. Souvenez-vous du jour où l'or a été abandonné au profit du papier, et le papier au profit de la foi. La Première Guerre mondiale a peut-être pris fin il y a plus d'un siècle, mais ses bilans sont toujours vivants dans la façon dont votre monde fonctionne. La guerre de l'argent ne s'arrête jamais vraiment. Elle attend seulement la prochaine illusion à laquelle croire.